Nous parlons d'Yves Klein, qui est un personnage assez extravagant de l'histoire de l'art français. Il était à la fois un amateur d'art martial au plus haut niveau, un créateur, puisqu'on lui doit les monochromes qui ont, d'une certaine manière, révolutionné l'art en France et à l'étranger, puisque vous savez que les monochromes... Yves Klein est peut-être l'artiste français qui vaut le plus cher dans le monde. Je ne sais pas si c'est un critère, je parle des artistes de cette période-là, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est de l'art conceptuel dont nous allons parler pour voir si, au fond, tout ça s'est diffusé dans les autres pays de l'espace francophone. Très difficile d'avoir une définition précise de l'art conceptuel. Disons que Marcel Duchamp est un peu la figure fondamentale, c'est-à-dire l'idée est plus importante que le travail de l'idée ou que l'image elle-même. C'est l'idée qui est le fondement de l'art. Alors, est-ce que cet art conceptuel, par exemple, en dehors d'Yves Klein, que nous connaissons tous, ce bleu extraordinaire, est-ce que cet art conceptuel, il existe quelque part au Québec et même, j'allais dire, dans l'espace du Canada, plus généralement? Bien, en fait, c'est intéressant parce que, en me documentant pour ce sujet-là, c'est quand même pas évident de trouver des liens entre Klein et le Québec parce que, bon, il n'est pas venu. Il a été évidemment très populaire ici, des liens avec New York. Mais quand on regarde, par exemple, ce qu'il a laissé comme trace dans l'art conceptuel, on peut penser, par exemple, à Québec, qui est devenu quand même une plaque tournante, la ville de Québec, de l'art performance, avec un événement qui est quand même connu et reconnu dans le monde, qui est les rencontres internationales d'art performance. Et donc, Richard Martel, qui est le créateur de cet événement-là, qui est un de nos grands artistes de la performance au Québec, a vraiment repris, je dirais, le flambeau de Klein en créant justement ce lieu-là, qui est un lieu où on fait de l'art performance, où on invite aussi les artistes qui le font un peu partout dans le monde. Et il y a d'autres artistes qui ont abordé, en tout cas, les problématiques qui ont été celles, donc, amenées par Yves Klein. Je pense, par exemple, à Fernand Leduc. Fernand Leduc, qui est vraiment un de nos grands artistes qui avait dit cette chose, disait du tableau que c'était un objet sans importance. Et quand on regarde, justement, le rapport très problématique que Klein entretenait avec la peinture traditionnelle, notamment avec le tableau comme cette espèce de fenêtre d'une prison, c'est intéressant de voir que ces problématiques-là, elles ont été abordées également au Québec. Et les automatistes qui sont qui font partie de cette école picturale qui a grandement marqué l'histoire de l'art au Québec, on pourrait faire quand même des liens avec Klein. Leduc, d'ailleurs, qui faisait partie de ces signataires de ce grand mouvement de la fin des années 40 au Québec, qui a préfiguré, en fait, la Révolution tranquille. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais refus global dans l'art pictural et même l'art performance au Québec, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup la fin d'une certaine époque, la fin d'un académisme. Donc, il y a des ponts. Même parmi les jeunes artistes, vous savez qu'il y a un jeune artiste au Québec qui s'appelle Thierry Marceau qui a repris des anthropométries de Klein et notamment en faisant, et ça c'est vraiment, c'est très Marceau, là, il avait dans une de ses anthropométries convoqué un Ron Jeremy, donc cet acteur porno américain qui venait faire des avances. Ça ne m'étonne pas de Dugal. Il commence à dégeler après un mois. Oui, Klein a des héritiers. Il y a des liens à faire et probablement qu'il y en aura de plus en plus parce que c'est encore un héritage qui est très, très fort et de plus en plus connu au Québec. La Belgique, c'est plutôt le pays du surréalisme. Il y a Marcel Broutars qui peut être lié un peu à ce que faisait, par exemple, Yves Klein avec sa casserole de moule qui est à la limite entre l'art conceptuel et le pop art, justement, ce refus aussi du support traditionnel, ce côté performance aussi où ils faisaient entrer des éléphants dans des musées. Enfin, il y avait vraiment cette idée-là. Et puis, à mon sens, alors peut-être que le parallèle est un petit peu osé, mais je pense qu'il y a aussi un peu de Klein, en compte de rencontre avec Klein chez Magritte. Magritte qui, de par la manière dont il nommait les tableaux, par exemple, c'était déjà pour moi une espèce de remise en question, effectivement, de l'art et du support, et que ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'on dit, la fameuse pipe, évidemment, de Magritte, mais pour moi, il y a effectivement des filiations et des ponts qui peuvent être dressés à ce niveau-là, oui. Voilà. Est-ce que ça existe aussi en Suisse?
peut-être finalement l'artiste qui est le plus proche, en tout cas au niveau des monochromes, mais je rends hommage à Guillaume parce que je ne le connaissais pas, c'était vraiment une pierre dans mon jardin, c'est Olivier Mossé en Suisse, alors voilà, qui depuis les années 70 a fait d'immenses monochromes, jaune, vert, rose, qui sont vraiment importants. Et il essayait d'atteindre une sorte de revenir à un degré zéro de la peinture, c'est ce qu'il expliquait, avec d'autres artistes, dont Buren, Parmentier et Toroni. Donc, en Suisse, évidemment, qu'il y a cet héritage-là ou cette participation à ce courant artistique qui s'est traduit de différentes manières et qui existe encore aujourd'hui. On peut penser à un artiste comme Rémi Tsog, qui est beaucoup plus contemporain, où on essaie de travailler ce côté conceptuel, bien sûr. Parlons quand même maintenant avec nos deux dernières camarades de Klein. Puisque vous avez la robe qui vous permet, ma chère Laura, de l'évoquer. Est-ce que les gens ont maintenant la conscience sur les réseaux sociaux de son importance ou est-ce qu'ils continuent à considérer que tout ça est une farce ? Non, sur les réseaux sociaux, on lui rend énormément hommage et c'est un artiste à part entière. Après, quand on parle d'art conceptuel, une des vidéos qui a fait le buzz, je crois que c'était l'année dernière, c'est que c'est conceptuel à un point qu'on en oublie que c'est une œuvre d'art. Il y avait une conférence de presse dans ce même musée et un des visiteurs a marché sur une œuvre de Klein. Il y avait de la poudre avec des pigments bleu Klein. Il a marché sans réaliser que c'était une œuvre d'art. Donc là, ça montre bien tout ce que peut être l'art conceptuel. Et après, Yves Klein, sur les réseaux sociaux, il y a plein de portes d'entrée. Déjà, il est assez présent, il y a un site officiel, mais il y a tous les autres artistes qui lui rendent hommage. On parlait de Jean Tinguely, il rend hommage au bleu Klein, Murakami aussi. Donc, beaucoup d'artistes, par le passé et encore aujourd'hui, rendent hommage à ce bleu qui est devenu un fantôme. Et également, des objets de tous les jours. Il y a des pâtissiers étoilés qui ont fait des œufs, hommage à Klein. Il y a même un célèbre créateur de chaussures, de souliers pour hommes, qui a fait le mock Klein. Donc, vous pouvez porter des chaussures avec le même pigment que Klein. Donc, tout ça fait qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Et on ne parle pas tellement de farce. Ce n'est pas un sujet à polémique. Au contraire, on lui rend beaucoup hommage sur les réseaux sociaux. Il est fascinant, Klein, parce qu'il a inventé la performance, vous l'avez dit, avec les femmes pinceaux. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on trouverait ça étrange. D'ailleurs, à l'époque, on le trouvait déjà étrange, mais pour d'autres raisons aujourd'hui, de voir un homme habillé, artiste, délégué à des femmes nues, donc de s'enduire de peinture. Et donc, effectivement, on pourrait se poser la question une question en plein MeToo, Weinstein, ça pourrait venir. Ils en étaient loin. Mais lui, il expliquait en même temps, paradoxalement, qu'en fait, il rendait liberté aux modèles. Ces fameuses femmes nues qui étaient des modèles pour des peintres depuis des années et des années, là, c'est elles qui prenaient le pas, c'est elles qui devenaient créatrices de cette œuvre et qui signent ces anthropométries qu'on peut voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est ce que nous expliquait la directrice du MAMAC, c'est que le Centre Pompidou va consacrer une exposition à l'art préhistorique et qu'effectivement, Klein, ça l'intéressait, ce côté aussi empreinte, retourner aux origines de l'art. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment des tensions dans l'œuvre artistique de Klein, où parfois on pensait qu'il était fumiste, parce que justement, il était détaché de l'art, il ne prenait pas le pinceau, il avait une autre conception de l'art, et c'est ça qui est fascinant chez lui. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Il voulait reproduire le ciel, il s'était approprié le ciel, le bleu du ciel de Nice. Et ici, on peut voir aussi comment il y avait la bataille avec Ben, par exemple, qui lui avait donc décidé en réaction de se réapproprier l'horizon du ciel. Donc ça aussi, on sent qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans cette école de Nice et qu'on la retrouve avec ces artistes. Ce bleu qui, à l'origine, est un bleu qu'il a trouvé chez un marchand de couleurs. Ce n'est pas une fabrication d'un pigment particulier, c'est quelque chose qui était à l'état commercial et qu'il s'est approprié totalement. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, il y a juste une chose. Mon cher chasseur. Oui, il y a une chose dont je ne me rendais pas compte. Je savais que Klein avait un intérêt pour les arts martiaux. J'ai découvert que c'était plus qu'un intérêt. Il avait atteint, il était 4e dan au début des années 50, décerné au Japon. C'est extrêmement élevé comme grade, surtout à cette époque et surtout venant du Japon.
Et donc, c'est vrai que depuis que je sais ça, je dois quand même vous avouer que je regarde ces œuvres avec un autre œil. Parce que c'est pas possible, quand vous atteignez ce degré de maîtrise en arts martiaux, que ça influe pas votre vie. C'est pas possible, ça va ensemble, forcément. Et le côté, on va dire, essentiel, rapport aux choses, chercher ce qu'il y a derrière, l'énergie, la zénitude, voilà, tout ça qui fait partie des arts martiaux et qu'on peut peut-être retrouver d'une certaine manière dans certains monochromes de Klein, notamment, ce recherche d'aller au-delà des choses, d'atteindre une certaine essence des choses. Moi, j'arrive plus désormais à complètement ne voir que le peintre et je suis obligé de voir le judoka qui était extrêmement avancé et le peintre. Et il me semble que les deux, du coup, s'imbriquent aujourd'hui pleinement dans ce qu'il a fait, dont j'avais pas forcément conscience jusqu'à présent. Ça vous parle d'autant plus que vous pratiquez les arts martiaux, Oui, mais il faut quand même le dire. pas à son niveau, ni la peinture d'ailleurs. Mais vraiment, il faut se rendre compte qu'il était vraiment un judoka, mais de très haut niveau à cette époque-là. Yves Klein, donc, qui s'intéressait non seulement au judo, mais à l'ésotérisme. Et donc, c'est ce qui fait aussi sa caractéristique par rapport à beaucoup d'autres artistes qui ont fait des monochromes, mais qui étaient des monochromes depuis Malevich, qui étaient, disons, plus conceptuels, parfois plus politiques, plus formels. Vous parliez des modèles tout à l'heure. Vous avez Alain Jacquet, nos caméramans vont le saisir, qui a fait une version des années 60 du Déjeuner sur l'herbe de Manet ou de Monet d'ailleurs, qui est juste là. Et donc ces femmes pinceaux de Klein. Et cette intensité de Klein fait qu'aujourd'hui, il est probablement l'artiste français, parmi évidemment les artistes qui ont joué un rôle dans les années 60, le plus connu du monde. Sa veuve, Rothe Klein, vit encore aujourd'hui et évidemment fait vivre cette œuvre dans le monde entier.